êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première partie, on fera un focus sur le Sénégal. Vous le savez, le Sénégal a un nouveau président, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye, élu 5e président de la République du Sénégal, investi le 2 avril dernier. Quelles sont les attentes justement de ce gouvernement nommé à la tête de ce gouvernement avec Ousmane Sonko? Les attentes et les chantiers, on en parle en première partie d'émission avec mes invités du jour. En deuxième et dernière partie d'émission, nous quittons le Sénégal. Cap cette fois-ci du côté du Mali pour parler de la fin de cette transition le 26 mars dernier. Quels sont évidemment les procédés et les procédures mises en place pour un retour des civils au pouvoir? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ce sont des habitués évidemment du plateau du débrief. Il s'agit de Thierno Souleymane Diop-Niang. Vous êtes spécialiste en relations internationales et en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de retrouver mon frère Sadibou. Et justement en face de vous, cher Sabibou Ndiaye, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau du débrief. Oui, aussi heureux de retrouver Thierno Souleymane Niang, le grand spécialiste. Évidemment, parlons de grands spécialistes, les amis. Nous allons démarrer avec le Sénégal. Je le disais dans mon introduction, Souleymane, je démarre avec toi. Évidemment, on a assisté à la cérémonie de prestation de serment le 2 avril dernier. La prise de pouvoir également, la passation de pouvoir entre le président sortant Macky Sall et le nouveau président élu Bassirou Diomaye Faye. Quelques heures plus tard, les premières nominations commençaient à tomber à la tête de ce gouvernement. Ousmane Sonko, que vous inspire déjà ce choix du président Faye? Bon, d'abord, je dois dire que je suis très heureux de l'issue heureuse de ce processus électoral. Je pense que nous avons tous été à un moment très stressés parce qu'on ne savait pas où allait ce pays. Ce pays qui a été tant chanté depuis très longtemps par sa tradition démocratique, le génie sénégalais qui est loué partout. Je pense que heureusement, tout est bien, qui finit bien. Exactement. Alors, on passe à une nouvelle étape de notre vie. C'est-à-dire reconstruire notre République. Et on a élu un jeune président, il faut le dire. Et je dois dire une chose, pour moi, pour la première fois, je l'assume, c'est pour la première fois qu'on a une élection démocratique au Sénégal. Vous savez pourquoi? Parce que si le principe de la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, le plus grand nombre au Sénégal est jeune. Ouais. Et la jeunesse est représentée aujourd'hui par l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Donc je pense que Dieu nous a fait justice. Et donc je pense après ça, aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye rassure dans la posture. Ouais. C'est-à-dire qu'il parle de réunification, il parle de réconciliation, il parle de reconstruction. On l'attend à ce niveau-là. Je pense qu'il a tracé les grandes lignes de son magistère pour les 5 prochaines années. Les nominations aussi, je pense que ça ne surprend pas trop. Je pense qu'au départ, le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est lui qui incarnait ce projet-là. Exactement. On peut être d'accord ou pas. Et je pense que c'est ça la République. On peut avoir des réserves sur certains points ou la manière dont il a pu incarner cela. Mais à la fin, il est là, il est nommé Premier ministre. C'est un compagnon pour moi fidèle du président Diomaye. Et aujourd'hui, je pense que c'est à lui aujourd'hui de former un gouvernement, de proposer au président de la République qui va l'entériner et le travail va continuer. À côté de cela, on a vu que le président de la République, dans une dynamique de continuité républicaine, a laissé sur place le secrétaire général de la présidence de la République, pour moi, qui est un fonctionnaire chevronné, qui a de l'expérience. Et surtout le retour aussi des proches du président sortant, exactement. Oui, Mary Teuw Niane, à un moment, n'était pas un proche du président Macky Sall. Et je pense qu'il y a eu un écart parce que, quoi qu'on puisse dire, le ministre Mary Teuw Niane est un intellectuel brillant, l'un des plus grands mathématiciens du monde. Et il a un pédigré très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, ce monsieur à côté du président de la République peut beaucoup apporter à la République. Justement, on parle du président Diomaye Faye, on a parlé également d'Ousmane Sonko à la tête de ce gouvernement-là, ce premier gouvernement sur l'ère Diomaye Faye. Évidemment, on parle des attentes aussi, parce qu'on l'a vu dans le discours à la nation adressé aux Sénégalais par le chef de l'État élu. Il a souligné beaucoup de points, notamment la cherté de la vie. Il a parlé de rupture, mais surtout il a parlé de gérer très bien cette problématique, cette épine dans la chaussure du Sénégalais, en parlant de corruption évidemment. Quels sont aujourd'hui, mon cher Sabibou Ndiaye, les grands chantiers
chantiers de ce futur gouvernement, de ce gouvernement du Sénégal? Oui, tout d'abord, j'aimerais commencer par le féliciter son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye pour cette brillante élection-là. Comme l'a dit Thierno, le Sénégal a une tradition démocratique reconnue partout dans le monde. C'est un pays où on vote depuis les années 1800, donc on a l'habitude de ces rendez-vous-là. Maintenant, aussi, il faut le souligner, le Sénégal a vécu des situations difficiles. Donc, de 2021 jusqu'à nos jours, le pays a traversé des crises. La communauté internationale a même réagi par rapport à ces crises-là, que ce soit la CEDEAO et l'Union africaine. Maintenant, on est allé vers ces élections-là. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Donc, le pays vraiment s'en sort actuellement. Donc, démocratiquement, on a montré... diplomatie que le Sénégal a envoyé. On a l'habitude de dire quand même, le Sénégal, c'est un petit pays, mais une grande diplomatie. Donc, le Sénégal a su le démontrer. Vous avez vu lors de la prestation de serment, des chancelleries étrangères ont été sur notre sol pour féliciter le président. Il y a eu aussi les déclarations vraiment du roi du Maroc, la lettre là, vraiment ça montre les bonnes relations que le Sénégal entretient avec ses voisins, les pays africains, mais aussi au niveau international. Maintenant, parmi les chantiers, moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, le développement, c'est satisfaire les besoins primaires. Les besoins qui sont en urgence actuellement au Sénégal, vous savez, le coût de la vie, le loyer, ainsi de suite, donc les denrées sont chères, donc l'essence, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de besoins primaires qu'il faut satisfaire. Maintenant, par rapport à son discours, il s'est orienté par rapport à ces besoins-là parce qu'on l'a entendu dire qu'il faut un changement systémique. Certes, un changement systémique au niveau de l'administration, parce qu'on sait que l'administration sénégalaise a vraiment ses faiblesses. Maintenant, nous osons espérer qu'il va vraiment aller dans ce sens. Il a quand même dit une phrase assez forte, les Sénégalais sont fatigués. Effectivement, les Sénégalais sont fatigués. Tout le monde l'a remarqué. Allez dans les villes et villages les plus reculés, vous allez sentir vraiment ce besoin fort de changement-là, vraiment cette pauvreté qui gangrène cette population-là. Maintenant, il est arrivé au pouvoir, il a les rênes, il a pris vraiment fonction. Je pense que, comme ce qu'il avait dit lors d'une interview au niveau de Walfadjri, il a dit que l'élection présidentielle, certes, on a l'habitude de dire que c'est le rendez-vous d'un homme et de son peuple, mais ce rendez-vous-là, c'était le rendez-vous de la rupture. Une rupture qu'il a appelée même rupture systémique. Donc ces pratiques-là qui ont eu à nous gouverner depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il faut revoir ces pratiques, essayer de les mettre en berne et amener de nouvelles pratiques qui vont mettre les Sénégalais d'égale dignité. Parce que les Sénégalais ont toujours souffert. Ce pays a traversé des crises politiques de 60, Senghor, Mamadou Dia, les années 80, 88, 91, on en parle. Donc il y a des crises qui ont fait basculer ce pays-là. 2012 aussi, les Sénégalais pensaient que ce pays allait changer, mais jusqu'à présent, on a vu du retard par rapport à ce changement tant attendu. On a vu de la gabégie, de la corruption, surtout l'injustice. C'est l'injustice qui est à la base de tout. On ne peut pas être dans un pays où il y a des citoyens favorisés et des citoyens non favorisés. Et d'ailleurs, c'est le leitmotiv également du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Et les Sénégalais tiennent à cela. On ne peut plus être dans un pays où on bascule nos droits, on bafoue nos droits, excusez-moi, on traîne les Sénégalais comme s'ils ne valaient rien dans leur propre pays. Donc ça, c'est incompatible avec la démocratie et la bonne gouvernance. Donc ces droits et ces libertés tant chantées par la démocratie sénégalaise, et même je peux même aller plus loin parce que lorsqu'on revient à la charte du Mandela Koukan-Fouga, on est les premiers en Afrique à mettre en place une charte qui défend les droits et les libertés. Donc il faut nous inspirer de nos systèmes endogènes et ces systèmes-là vont nous permettre de voir la réalité propre de nos pays-là et de permettre d'asseoir un développement qui nous est propre, mais tout en n'excluant pas les partenaires étrangers, que ce soit la France, la Russie, les États-Unis et les partenaires africains. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Thierno, le monde a changé. Tout à l'heure, c'est de ça qu'il... Le président parlait de relations de bon voisinage. Effectivement. Donc la géopolitique mondiale a changé. Maintenant, les États, certes, les États ont des amis, mais les États aussi défendent leurs intérêts. Il faut que l'Afrique continue à défendre ses intérêts. Je vais m'en tenir à cela. Non, mais c'est tout à fait normal, mon cher Sabib. Non, mais c'est tout à fait normal et je pense que le nouveau chef d'État est dans cette dynamique-là. On l'a perçu, on l'a ressenti évidemment dans ce discours à la nation adressé évidemment au Sénégalais. Thierno, on revient également un petit peu sur la composition de ce gouvernement-là probable. Alors avant l'élection du président Bassirou Faye, il disait lors de sa campagne que il va évidemment, tu l'as souligné tout à l'heure, il va être dans la continuité, mais il va être très sélectif dans les profils évidemment des personnes qu'il va ramener pour travailler avec eux, avec lui en
l'occurrence, il va falloir de la compétence, mais surtout une forme de chauvinisme. Il faut aimer la nation pour apporter quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on peut parler vraiment de rupture, ou bien c'est de la rupture dans la continuité avec le président Faye? Alors, je pense que c'est peut-être pas la continuité de l'autre camp. il faut souligner ça. Mais la continuité s'impose à tout chef d'État. Lorsqu'on vient aux affaires, il y a des choses qu'on ne peut pas changer plutôt. Il y a des leviers sur lesquels on doit s'appuyer parce que c'est la République, c'est l'État. Je pense qu'il l'a prouvé hier en maintenant le secrétaire général de la présidence de la République. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui doit tout de suite faire marcher la machine. Ouais. Parce qu'on n'a pas le temps. Effectivement, le président de la République, Diomaye, a parlé de rupture systémique, comme l'a dit Sadibou, et il a raison. Il a parlé avec passion, mais il a raison. On en est là, en fait. Je pense qu'il faut rompre avec certaines pratiques. Je pense qu'il faut remettre le pays sur les rails. Pendant 12 ans, et un temps plus long que 12 ans, je pense que ce pays a été vraiment a subi des difficultés. Nous avons parfois sombré dans des moments où je pense qu'on ne se retrouvait plus, on ne connaissait plus le Sénégal. Ouais. C'est vrai qu'on se relève toujours, il y a un génie sénégalais, mais je pense que ce génie aussi doit se traduire à travers les prochaines nominations. La liste des membres du gouvernement qui va sortir, je pense, bientôt, doit refléter les aspirations du peuple sénégalais. On veut des gens qui vont travailler, des gens chauvins, effectivement. On en est à l'ère du patriotisme. C'est-à-dire que le patriotisme ne doit plus être un slogan de campagne. Mais ça doit se vivre. Un slogan politique. Ouais. Non. C'est-à-dire que dans les pratiques de tous les jours, on a besoin d'une équipe gouvernementale qui est prête, qui comprend les dossiers, qui est capable de diligenter la feuille de route qui sera confiée au ministre. Et ça très rapidement. Parce que là, il y a des urgences. C'est comme il l'a dit il a parlé des urgences aujourd'hui pour un État, mais effectivement, on a besoin de cette montée d'humanité. Et cette montée d'humanité-là doit se faire à travers l'éducation. On a un système éducatif qui est à terre. C'est extrêmement grave que dans un État qui veut émerger, qu'on ferme une université. Oui, mais sensiblement près de 1000 diplômés par an au Sénégal. Hein, et qui, malheureusement, ces jeunes qui se retrouvent non, il y a 200 000 qui viennent sur le marché de l'emploi. Ouais. C'est des jeunes. C'est-à-dire qu'un pays qui se développe et qui n'encadre pas sa jeunesse, mais c'est extrêmement grave. Oui, et d'ailleurs, ces jeunes disaient, j'ai adoré ce slogan en disant tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Mais c'est la vérité. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est la première fois qu'on ait une élection démocratique. Ouais. Parce que là, la voix, la frange majoritaire de ce pays, qui est la jeunesse, est consacrée. Ouais. Donc, tous nos espoirs sont placés aujourd'hui en la personne du président Diomaye Faye. Je pense qu'il a mesuré aussi l'ampleur de cet espoir-là. Ouais. Il en a parlé dans son discours, il en a parlé encore hier dans son discours à la veille de la fête du 4 avril. Et d'ailleurs, on est le 4 avril. Je pense que j'en profite pour présenter vraiment mes hommages à notre armée qui nous protège grâce à nos forces de défense et de sécurité, grâce à qui nous sommes, je pense que nous avons la chance de débattre et nous pouvons dormir parce qu'ils sont là aux frontières pour assurer notre sécurité. Effectivement. Alors, il y a également les enjeux, vous l'avez souligné. Dans le discours du président Diomaye Faye, son tout premier discours, il avait parlé de rupture, mais il avait surtout parlé de revoir la collaboration, le partenariat avec les pays, évidemment, partenaires du Sénégal. Comment vous avez justement accueilli cette déclaration du président Faye? Je l'ai accueilli personnellement avec fierté, parce que vous savez, les choses, il faut les dire. Il y a des grandes puissances qui pensent que le Sénégal et certains pays africains sont sous leur tutelle. Ce qui est grave. Actuellement, le monde a changé. Donc, il y a des contrats et des accords qui ont été signés, il y a des traités, ainsi de suite. Mais le président a la liberté de revoir ces accords-là et voir si ça arrange le Sénégal. Et c'est d'ailleurs moi, je pense que les États africains, ils doivent résolument se tourner vers cela. C'est-à-dire revoir les contrats et ces accords-là qui ne profitent pas sérieusement à nos États et à nos populations. Parce qu'on ne peut pas concevoir au niveau de certaines zones où on exploite par exemple l'uranium, l'or, que ces villages-là ne puissent même pas avoir de l'eau potable. Ça, c'est extrêmement grave. Ouais. Donc, c'est à la responsabilité soit de l'État ou de ces multinationales-là qui sont présentes dans ces zones-là. Parce qu'au moins, lorsque vous êtes dans une zone, vous pouvez pouvoir réaliser quelques besoins primaires, écoles, des routes, des hôpitaux, ainsi de suite. Mais on voit qu'avec la responsabilité sociétale d'entreprise, ces entreprises-là ne font rien.
bon, ils profitent de nos richesses. Souvent, ils ont des exonérations fiscales. Donc, ils ne paient pas d'impôts. Donc, il n'y a rien. Finalement, donc, quand le président a tenu ce discours-là, je me suis dit, enfin, un homme qui dit ce que les Sénégalais pensent, qui dit tout haut ce que les Sénégalais pensent tout bas. Et ce que les Africains, de manière générale, pensent tout bas aussi. Donc, il est temps de s'affirmer. Bah justement, est-ce que le profil du président faille aussi, est-ce que ça ne facilite pas aussi les choses? Parce que rappelons que voilà, il ne vient pas d'une famille aisée, il a vécu des situations que les Sénégalais vivent aujourd'hui. Moi, dès sa candidature, je vous dis, dès sa candidature, je me suis dit que voilà, un Sénégalais authentique, quelqu'un qui connaît la société, dont le bas échelle jusqu'à la présidence de la République, en passant par la prison, ainsi de suite. Donc c'est quelqu'un qui a vécu la souffrance des Sénégalais. Donc il doit être en mesure de vraiment gérer cela. Maintenant, concernant même avec nos partenariats là, nous ne disons pas qu'il faut les exclure, excusez-moi, ou il faut les vraiment dégommer. Non, mais c'est pas la vision du président. Effectivement, c'est pas sa vision. Il faut entamer des pourparlers, des discussions où on va revoir vraiment la quintessence de ces accords-là et de ces partenariats-là. Est-ce que ça profite au Sénégal? Si ça ne profite pas au Sénégal, mais on continue la diversification de nos partenariats et avoir des partenaires qui vont aider vraiment notre État à s'en sortir. Alors, oui, Thierno, tu veux rebondir? Alors, évidemment, quand on parle, on a parlé des chantiers, on a souligné le plan on a parlé de l'éducation, de l'enseignement, mais qu'en est-il justement de l'économie, de la société aujourd'hui, les chantiers qu'attendent ce gouvernement d'Ousmane Sonko? Je pense que c'est un chantier majeur. Il faut déjà consolider au moins les acquis sur le plan économique. Non, mais consolider, pour moi, c'est même à reconstruire. On a une économie aujourd'hui qui est exsangue. D'abord, je pense le financement de l'économie se fait par quoi? Par nos recettes. Exactement. On a une fiscalité de porte. Je pense que, et ça, peut-être ça appelle à cette transition fiscale vers laquelle on doit aller. Et on a la chance d'avoir un président inspecteur des impôts et domaines. Je pense que, pour moi, un pays qui se développe, c'est un pays qui construit des richesses à l'intérieur. Exactement. Mais quand ces richesses sont construites à l'intérieur, il faut assurer une très bonne redistribution. Malheureusement, souvent, c'est énormément de devises qui sont acheminées vers l'extérieur du pays. Et donc, je pense que c'est là peut-être le secteur primaire qui est le premier chantier à développer. Et il a dit dans son discours que nous allons financer directement les producteurs agricoles et on va éviter de donner cet argent aux intermédiaires. Pour moi, c'est le secteur privé aussi. Voilà. Ça c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que pour moi, un secteur agricole qui se développe, c'est quoi? Ça nous assure une autonomie stratégique du point de vue de souveraineté alimentaire. Développer notre secteur agricole, assurer notre autosuffisance alimentaire en tous les, dans de nombreux domaines. Ça, on en a besoin. Si on développe le secteur primaire, ce qui suit, c'est le secteur secondaire, l'industrialisation. Il a parlé tout à l'heure des zones minières, etc. Ce pays aujourd'hui, mais il y a énormément de ressources. Il y a énormément de ressources naturelles dans tous les coins du Sénégal. Il faut véritablement aller vers cette industrialisation. Je pense que ce qui est intéressant avec l'industrialisation, c'est non seulement ça va nous assurer aujourd'hui un plein emploi, mais ça va nous permettre de transformer nos matières premières. Et nous allons maintenant, pour moi, et ce qui est intéressant, et ce que Sadibou disait tout à l'heure, le marché africain, c'est plus d'1 milliard. Exactement. Il faut maintenant se tourner vers l'Afrique. Notre avenir est là. Je pense qu'aujourd'hui, les partenariats que nous avons avec l'Occident en général, bien entendu, on va les consolider. On est dans un monde ouvert, on ne vivra pas en autarcie. Mais je pense que le principe, ou bien le levier principal de ce partenariat, ce sera les intérêts. Le général de Gaulle l'a dit depuis très longtemps, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Mais nous aussi, il est temps que nous regardons nos propres intérêts. Nos propres intérêts, c'est d'avoir une industrialisation. Nos propres intérêts, c'est de transformer nos matières premières à l'extérieur. Nos propres intérêts, c'est de dire que si vous voulez un partenariat, ramenez vos usines au Sénégal. On va avoir un partenariat win-win. Nos propres intérêts, c'est de connecter notre secteur privé au secteur privé international. C'est de légiférer pour faire en sorte que les entreprises qui vont s'installer au Sénégal, une part importante de cette entreprise doit appartenir à des nationaux sénégalais ou même à des Africains, etc. Il faut, pour moi, en ce moment aussi, quand il va, parce que je pense que la loi sur la start-up a été votée, et maintenant il faut protéger les jeunes start-upers, les jeunes entrepreneurs. C'est que Sadibou est entrepreneur à 6 heures perdues. C'est important aujourd'hui de leur donner certaines facilitations fiscales, de dire que jusqu'à un certain âge, par exemple, vous ne paierez pas des impôts, etc. Si vous installez à l'intérieur du pays ou dans tel domaine, vous ne paierez pas des fiscalités, etc. L'État va vous accompagner, mais il faut aussi une banque pour financer le développement. Mais il faut aussi une banque pour financer la recherche,
développement. Il faut énormément de sous. Je pense qu'il faut connecter tout cela. Si on connecte cela, on a une très bonne musique et puis on va danser peut-être dans quelques années. Oui, avoir une très bonne musique et danser dans quelques années, c'est aussi un petit peu, parce qu'on va vous entendre parler, même quand on échange avec de nombreux Sénégalais, les attentes sont énormes, ça évidemment nous le savons et je pense que le président élu et son équipe aussi le savent. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi un petit peu, c'est vrai, on le sait tous, hein, le président Faye n'a pas la baguette magique pour solutionner tous les problèmes. Le temps, il faudrait donner du temps aussi à cette équipe-là, notamment ce gouvernement d'Ousmane Sonko, au président Faye. Je pense qu'il faut les donner du temps parce que si on en revient au plan économique, on sait que le pays est extrêmement endetté. On est à hauteur de 76% de l'endettement. Donc c'est des milliers et des milliers de milliards. Donc cela pose plus de 12 000 milliards même. Donc cela pose problème. Donc sur le plan économique, il faut vraiment soutenir cette dette-là, entamer des réformes qui vont permettre de vraiment dompter la dette sénégalaise. Donc au niveau communautaire, on sait qu'atteindre à un certain niveau, on risque pratiquement la récession. C'est pourquoi vous avez vu le coût de la vie est devenu extrêmement cher à Dakar. Dakar fait partie de ces capitales les plus chères d'Afrique. Donc cela vous montre tout simplement que la tâche n'est pas facile. Donc il faut les donner du temps de mettre en place ce qu'il appelle le projet, donc le projet de développement. Et on sait que ce projet-là vraiment découle de plusieurs années d'études vraiment de la part d'experts sénégalais, africains. Oui, qui ont resensibilisé, qui ont recensé tous les problèmes des Sénégalais. La pêche, il a bien parlé hier de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, comme l'a dit Thierno, avec l'agriculture, les intermédiaires là, qui bénéficient pratiquement de ces aides-là au détriment des agriculteurs. Donc c'est des choses à revoir, donc il faut les donner du temps, les accompagner et essayer de les comprendre aussi. Et ne pas se mettre dans une position de vouloir les déstabiliser, parce que je vois une certaine classe essayer de dire qu'il y a problème entre Sonko et Diomaye. Oui, il y a des comparaisons qu'on veut installer entre... Donc ces trucs-là, donc nous avons élu Diomaye, il a nommé Sonko comme Premier ministre, Sonko est le chef du gouvernement, il va diriger... C'est surtout que c'est trop tôt de vouloir les opposer. Vraiment, c'est des trucs, c'est des astuces émises par certaines personnes malveillantes, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils n'ont qu'à se focaliser sur leur travail. Leur travail essentiel, c'est de satisfaire les Sénégalais et je pense que d'ici peu, on va voir des résultats, surtout sur le plan humain. Je veux parler des droits et des libertés, surtout sur ce plan-là, parce que les Sénégalais ont été vraiment châtiés, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a également un autre point sur lequel ce gouvernement est très attendu et d'ailleurs le président Faye l'a souligné également dans son discours, il a parlé de transparence. La transparence, il a même annoncé la publication des rapports de certaines institutions comme l'OFNAC aujourd'hui. Mon cher Thierno, la rupture, elle est totale aujourd'hui avec ce procédé de transparence voulu par le chef C'est une demande sociale, mais je pense que c'est une exigence sociale. Écoutez, pendant 12 ans, qu'est-ce qu'on a vécu? On a vu des corps de contrôle qui ont été exclus de certains ministères. On a vu des responsables ou des caciques de l'ancien régime refuser carrément de répondre à des corps de contrôle. On a vu même des gens pousser même le bout jusqu'à menacer des agents assermentés de l'État. Mais au nom de quoi? Parce que moi, je suis un cacique dans le régime, je suis protégé. Dans une république qui vous donne tout, qui vous donne les moyens, qui vous donne des postes de responsabilité, qui vous assure tout. Je pense que cette rupture-là, elle est attendue. Je pense que le président Diomaye doit aller vers cela, publier ces rapports-là, mais ne pas se limiter à la publication de ces rapports-là. S'il y a des gens qui ont été épinglés dans leur gestion, mais ils doivent répondre devant la justice. On a parlé de rupture. On veut un état de droit. On veut une république. Et dans cette république-là, la république, c'est quoi? C'est que tous les citoyens sont d'égale dignité. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que, comme je le dis encore une fois, on regarde, et je pense que Sadibou a dit quelque chose d'important. Il faut prier pour la réussite du président Diomaye. Moi, personnellement, je le dis parce que moi, on me dit, j'ai toujours défendu les jeunes, etc. Ça fait partie de mon discours et je pense qu'en voyant un président jeune accéder au pouvoir, je lui souhaite le succès parce que, comme je disais, les Sénégalais souffrent, mais les jeunes Sénégalais souffrent. Les jeunes Sénégalais sont fatigués. Il faudrait qu'on dépasse, mais je le souhaite de tout mon cœur, qu'on dépasse cette image de voir ces jeunes mourir dans le désert ou dans la paix. Exactement, qui sont tentés par la pirogue. Alors qu'on a tout chez nous, cher ami. Mais on a tout chez nous. Maintenant, il faut une volonté politique. Ils disent on a tout, mais tout manque. Malheureusement, parce que pendant 12 ans, on a eu, et pendant plus de 12 ans, on a eu des dirigeants
qui ont juste assuré ce qu'il fallait pour leur clan. On ne comprend pas. Non, moi, j'ai pas compris en fait. On va terminer justement sur cette question, Sabibou, en ce qui concerne le gouvernement et surtout les missions, les chantiers de ce gouvernement-là. On va terminer avec le chef du gouvernement, évidemment. On a tout de suite parlé malheureusement des certains observateurs qui commencent à les opposer un petit peu en disant que Sonko, le Premier ministre, peut faire de l'ombre au président Diomaye Faye. Comme on l'a encore dit sur ce plateau, c'est trop tôt déjà pour les opposer. Et pourquoi les opposer s'ils sont appelés à travailler ensemble? Mais revenons sur le profil d'Ousmane Sonko, cette carrure, cette capacité à gérer ce gouvernement-là. Tierno l'a encore souligné, mais on va le terminer avec, c'est la personne qu'il faut, à la place qu'il faut? Effectivement, moi je pense personnellement, de manière très personnelle même, que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous approchez des pères fondateurs du PASTEF, ils vont vous dire, lorsqu'ils ont préparé leur projet et tout ça, le parti, ainsi de suite, lorsqu'ils ont amené Ousmane Sonko, d'abord le discours de Sonko face à ces pères fondateurs-là, concernant vraiment l'avenir politique de ce parti-là, il les a fait comprendre que nous allons entrer dans un milieu très difficile. Justement, mon cher Sabibou, priez pour que le chef du gouvernement réussisse ses missions. Nous marquons une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes pour parler du Mali. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Je vous le disais avant la pause, nous allons à présent nous intéresser à la situation de la transition au Mali. Mon cher Sabibou Ndiaye, on parle d'une transition qui a pris fin le 26 mars dernier. Une transition qui avait une mission première, c'était de ramener justement les civils au pouvoir, de faciliter ce retour-là. Mais la transition est terminée, mais malgré la fin de cette transition-là, on n'a pas les prémices d'un engagement de la part du président de la transition d'organiser des élections. Que se passe-t-il au Mali, et Sabibou? Bon, effectivement, vous avez parfaitement raison. Actuellement, le calendrier n'est pas assez clair par rapport à ces échéances, à ces futures échéances-là. Donc la transition est terminée. Mais moi, j'aimerais de manière générale dire que le Mali, c'est un pays qui a connu une situation très difficile. Donc un pays qui a connu des successions de coups d'État depuis son indépendance. Donc un pays vraiment qui a été menacé de division donc par des groupes terroristes qui sont venus, des groupuscules qui sont venus du Sahel, qui ont voulu diviser ce pays en deux. Donc ce pays a connu vraiment l'avènement des autorités dirigées par Assimi Goïta, qui ont compris qu'il est nécessaire de faire une réunification en sécurisant le pays, en résolvant aussi l'aspect sécuritaire. Parce qu'il y a des régions de ce pays qui ont été déstabilisées par des groupuscules-là, des régions qui sont occupées par des terroristes qui menacent ces populations. Maintenant, je ne dirais pas qu'ils l'ont réussi à 100%, mais ils ont quand même réussi à reprendre Kidal. Donc Kidal qui est une ville stratégique du Mali, donc Kidal qui est assez important pour les autorités maliennes. Donc ces autorités ont réussi cela de la même manière. Je peux parler du Burkina et du Niger. Au Burkina, donc on a vu la même situation, il y a pareille situation. Donc maintenant, ces autorités ont fixé des échéances électorales. Donc il fallait vraiment conduire ce pays, conduire le Mali à ces échéances-là. Mais qu'est-ce qui a manqué justement? Et donner le pouvoir aux civils. Maintenant, arrivé à ces échéances-là, les autorités brandissent qu'il y a des manquements administratifs et techniques qui ont empêché la tenue de ces élections-là. On a vu des mouvements de l'opposition s'organiser comme le M5, le Malikoura. Donc plus de 80 partis politiques se sont organisés pour faire la pression contre ces autorités-là pour qu'ils organisent des élections libres et transparentes et donnent vraiment ce pouvoir-là aux civils. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la situation du Mali est une situation très complexe, une situation très difficile. Je ne dirais pas que, bon, il ne faut pas donner le pouvoir aux civils, il faut organiser des élections et donner ce pouvoir-là aux civils, mais il faut aussi comprendre que ces autorités sont dans une position assez difficile, assez délicate par rapport à la situation du pays. Parce que le Mali subit des sanctions de la part des organisations sous-régionales. Le Mali subit des sanctions de la part de l'Union européenne et d'autres partenaires. Maintenant, ce pays a voulu diversifier son partenariat. Ce pays a tenu à s'allier avec la Chine, la Russie, et d'autres pays africains et d'autres pays. Donc, ce qui est tout à fait normal. Mais concernant ce partenariat-là, il y a des multinationales qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de tout faire pour semer la zizanie contre la République malienne, pour semer les rails de la division vraiment sur le peuple malien. Mais les Maliens ont compris, les autorités maliennes ont compris la nécessité d'abord d'unir le pays de manière farouche, de mener cette réunification du peuple malien et de la nation malienne et du territoire malien pour
après se tourner vers des élections qui vont permettre aux civils de revenir au pouvoir. Certes, pour le moment, ce n'est pas réussi, mais espérons que dans les plus brefs délais, ils vont réussir cela. Exactement. Thierno Sabibou a soulevé des points très intéressants et cruciaux pour le processus justement de cette transition-là au Mali. Alors, c'est vrai que la transition, elle est terminée. Est-ce qu'il faut un glissement justement de cette transition-là encore pour donner assez de temps, parce que Sabibou a soulevé le point du terrorisme, il y a beaucoup de points évidemment faut reconstruire totalement le pays. On a parlé des Maliens qui doivent être soudés. Faut-il le proroger à nouveau, cette transition-là, mon cher Thierno? Alors, je pense que je rejoins Sabibou sur un point, la complexité de la situation au Mali et dans le Sahel en général. Et partant de ce postulat-là, qu'est-ce qu'on veut? On veut la paix définitive ou on veut des élections là et maintenant? Le Sénégal a pu organiser des élections en moins de 15 jours. Pourquoi? Parce qu'on a une république. Parce qu'on n'a pas des portions de notre territoire qui sont amputées. Ouais. Et je pense que c'est là qu'on doit mettre le curseur. Aujourd'hui, la République du Mali n'est pas réunifiée. Je suis désolé. Aujourd'hui, il y a un régime qui est au Mali qui se bat pour restaurer la République, l'État sur tout le territoire. Et le territoire fait partie des éléments fondamentaux quand on parle d'État. Ouais. Donc il faut proroger le... Non, je ne le dis pas comme ça. Mais je veux qu'on réfléchisse out of the box. Qu'on n'est pas juste se disant il faut des élections. Mais quand on parle d'élections, c'est aussi une dynamique inclusive. S'il y a des Maliens qui ne participent pas aux élections et qu'on élit un président, est-ce que forcément ce président-là est le président? Au nom de quoi? Je pense qu'on doit aller vers une inclusion. On doit aller vers, pour moi, la restauration complète de la paix au Mali, etc. Et ce qu'il disait aussi, ce pays aussi aujourd'hui vit des sanctions de toutes parts. De la CEDEAO, des organisations régionales comme de la communauté internationale. Ce pays est ciblé, ce pays est criblé de critiques, etc., etc. Je le dis encore une fois, je l'assume, je ne donne pas de blanc-seing aux militaires, au régime militaire. Je n'ai pas envie de vivre sous un régime militaire, absolument pas. Mais il y a une situation exceptionnelle qui se passe aujourd'hui au Mali. Et peut-être que ce qui n'a pas été fait, et c'est malheureux, c'est que la CEDEAO n'a pas assez accompagné ce pays-là. Oui, d'ailleurs, le président de la transition, Assimi Goïta, l'a souligné. Il a dit, nous sommes seuls dans l'engagement de notre pays, tant mieux. Mais en gros, il a souligné le fait que la CEDEAO qui met la pression pour organiser des élections, c'est la même CEDEAO qui n'apporte pas ce qu'il faut. Voilà, alors que nous avons une force en attente, nous avons aujourd'hui les moyens d'accompagner ce pays-là à sortir de ce gouffre-là. Quelle est la conséquence aujourd'hui? C'est que ce triptyque de pays veut sortir de la CEDEAO. C'est que moi, je regrette. Parce que quoi qu'on puisse dire, moi, je suis un militant de la CEDEAO. Pour moi, cette organisation-là, dès sa naissance en 1975, a posé des actes forts pour l'intégration, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut réfléchir sur un plan de sortie de crise définitive. Pas mettre la pression sur les autorités maliennes en leur disant organiser des élections. Encore aussi, il y a une autre interrogation. On va donner le pouvoir à cette classe politique malienne-là. Oui, non, parce que c'est là... C'est une interrogation. Oui, non, mais c'est là l'inquiétude, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a un double discours de cette opposition-là, cette opposition malienne qui veut justement qu'on aille aux élections, donc ils veulent que le président de la transition, Assimi Goïta en l'occurrence, organise des élections, et ce sont les mêmes derrière qui installent un discours de division, parce que c'est pas une opposition qui va de façon ordonnée. Exactement, on a l'impression qu'ils y vont de façon dispersée, ces membres de l'opposition. Est-ce que ça aussi, ça ne vient pas un petit peu endurcir, on veut bien compliquer les choses, on a envie de dire, l'installation de ce processus-là? Ça risque de compliquer l'installation de ce processus, parce qu'on sait que l'opposition malienne, des fois elle est unie, des fois elle est divisée. Oui. Donc finalement, on ne comprend pas trop ce que veut l'opposition malienne. Mais comme l'a si bien dit Thierno, vous savez, la situation malienne, elle est spécifique. La situation au Mali n'est pas la situation en Mauritanie ou au Sénégal ou en Guinée. Ce n'est pas la même chose. C'est un pays
vraiment que des groupuscules menacent pratiquement de disparition. Donc, je pense qu'organiser des élections, c'est bien, mais il faut organiser des élections inclusives où, sur tout l'étendue du territoire malien, où Kidal va voter, et les Gao va voter et les autres régions. Organiser des élections où seul Bamako ou quelques régions maliennes vont voter et que les autres ne votent pas. Donc, l'aspect sécuritaire d'abord, les élections après? Non, je ne dirais pas, bon, mais en tout cas, l'aspect sécuritaire, elle est primordiale. D'accord. Parce que la sécurité, pour qu'un pays puisse... Donc, on dit que l'État a la compétence de ses compétences. Il n'y a pas d'autorité supérieure au-dessus de l'État. Donc, pour qu'un État soit vraiment respectable, pour qu'un État soit serein, il faut que l'État puisse, sur l'ensemble de son territoire, organiser des élections et que tout le monde puisse y participer. Maintenant, on voit qu'à Kidal, il y a l'administration territoriale malienne qui s'est installée et d'autres, l'armée, et ainsi de suite. Donc, ça montre cette reconquête qui est en train d'être faite par le régime de Assimi Goïta. Maintenant, dire que, bon, l'élection n'est pas... Il faut organiser des élections rapidement, le plus rapidement possible et tout ça. Bon, c'est à revoir en tout cas. Personnellement, je pense que l'opposition malienne doit entamer des pourparlers avec vraiment Assimi Goïta, avec les autorités maliennes. Déjà qu'il a dit, il est ouvert au dialogue. Il est ouvert au dialogue pour voir quel calendrier il faut mettre en place pour vraiment atteindre leurs objectifs de manière concertée. Mais, en tout cas, moi je vous le dis, le Mali souffre parce que le Mali a été sanctionné de tous bords, côté monétaire, alors que l'organisation monétaire n'a pas vocation à sanctionner le Mali. On a gelé les avoirs. Le Mali a été sanctionné par la communauté internationale. Le Sénégal avait fermé ses frontières, donc le corridor Dakar-Bamako. Donc pour vous dire, imaginez ce que les Maliens ont subi. Au lieu que la CEDEAO puisse prendre cette force en attente, là qu'on a mis en attente, aller se battre contre ces terroristes qui sont en train de menacer ce pays-là, mais non, on est en train de menacer le Mali de sanctions, on est en train même de menacer d'autres partenaires du Mali, comme à savoir le Niger, d'intervention militaire de la CEDEAO. Et vous savez, ces menaces-là, donc ces menaces vont conduire ces pays-là à créer leur propre organisation. Vous avez vu l'AES? Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que l'AES est en train de faire des prouesses. Concernant le terrorisme, ils sont en train de... Djibo au Burkina, ils l'ont repris. Ils sont dotés d'armes, de vecteurs aériens qui leur permettent de détruire des bases terroristes. Et pourquoi la CEDEAO n'accompagne pas ces choses-là? Certes, actuellement, la CEDEAO les appelle à des pourparlers pour revoir la situation, pour essayer vraiment de faire corps et âme pour lutter contre ce terrorisme-là. Même le président Bassirou Diomaye Faye a dit qu'il va vraiment se donner corps et âme pour faire revenir vraiment ces pays-là au niveau de la CEDEAO. Ce qu'on salue. Le dialogue, mon cher Tierno, d'ailleurs, certains observateurs maliens évoquent un potentiel dialogue national pour appeler tout le monde à communiquer, à dialoguer. Le président de la transition, Assimi Goïta, il le clame très haut et très fort qu'il est ouvert au dialogue, qu'il n'exclut pas évidemment ce genre d'éventualité-là. Faut-il aujourd'hui aller dans ce genre d'initiative-là pour essayer, mais vraiment d'expliquer aux Maliens les vrais problèmes du Mali d'abord et de se dire, ok, on va y aller crescendo vers une élection, ça se fera, mais pour le moment, il y a des priorités et ces priorités-là font en sorte que ça fait évidemment des années que nous sommes là dans cette transition-là, c'est parce qu'il va falloir qu'on règle le dialogue national, le Mali, une solution possible? Je pense que dans la question, il y a même les débuts de termes de référence de ce dialogue. Non, mais, les priorités. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas malien, on a besoin de dialogue. Nous, on a eu un simulacre de dialogue chez nous. Alors que tout va bien, on n'a pas de crise. Et le président du Conseil constitutionnel a rappelé la dernière fois, quand il recevait le serment du président Diomaye. mais au Mali, on a besoin de dialogue. Parce que c'est compliqué. C'est une situation complexe. L'insécurité, je pense, a pris autorité au Mali, malheureusement. Et je pense que, je le répète, on va organiser une élection dans ces conditions-là, où des pans entiers de territoire ne vont pas participer, où des citoyens maliens ne vont pas choisir le président, mais c'est impossible. Je pense que Sadibou et moi, on est d'accord qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas aller à des élections. Non. Je pense que les gens sont libres de choisir le dirigeant. Mais d'abord, il y a des préalables. Je pense que ce dialogue-là, il doit se faire. Moi, je suis libre de parler du Mali. Comme je dis, je ne suis pas sénégalais malien, je suis un Africain. Et j'ai le droit de parler du Mali, du Sénégal, de la Guinée, parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Et de la même manière que ces gens-là ont le droit de parler du Sénégal, d'y vivre et de dire ce qui se passe au Sénégal, parce qu'on est dans une citoyenneté régionale. Ça, c'est la vérité. Elle est effective, moi en tout cas, je le vis. Je pense que ce qui se passe, s'il n'y a pas la paix au Mali, je ne peux pas avoir la paix au Sénégal. Je suis désolé. Ce qui se passe, le Mali déjà est le premier partenaire commercial du Sénégal.
peut-être que la France est le premier partenaire économique, mais il y a la nuance parce que voilà, les échanges qu'il y a entre le port de Dakar et le Mali, c'est pourquoi quand on a fermé les frontières, il y avait un problème. Exactement. Il a fallu plus tard ouvrir un couloir humanitaire parce que nous ne pouvons pas nous passer de l'argent qui vient du Mali. Je pense qu'il faut et le Sénégal doit jouer un rôle pivot dans ça. Moi, j'ai beaucoup aimé la présence des autorités maliennes lors de la prestation du serment du président Diomaye Faye. Je pense que très vite, il faut maintenant accompagner ces pays-là et au-delà, les pays du Burkina, le Burkina qui était aussi représenté à la présidence. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus en tout cas s'arrêter sur certaines questions aujourd'hui. Ouais. Ébloui par un mutisme qui n'est pas... C'est impossible. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les autres pays, on vit les répercussions chez nous. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde-là, on est dans un monde intégré, on est dans un monde géostratégique. Et aujourd'hui, comme il a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on reproche au Mali? C'est d'avoir un partenariat diversifié qui rompt avec le partenariat classique qui est peut-être tourné vers l'Occident, fondamentalement à la France et autres. Le Mali a décidé, dans sa dynamique d'avoir une autonomie stratégique, de s'adresser à la Russie, à la Chine, à la Turquie, etc. Mais les États ont des intérêts. Sur ça, on n'a pas à les juger. S'ils ont le droit d'avoir les orientations qui les arrangent. Nous, ce que nous devons faire, et je pense que la question de la paix au Mali ou dans le Sahel, c'est même pas une question de les accompagner, de les aider, mais c'est notre survie. Il en dépend de notre survie. C'est vrai, nous avons des frontières poreuses, nous sommes dans l'époque de l'asymétrie, du terrorisme ou de l'extrémisme violent. On ne sait pas qui est qui. Et on sait tous que chez nous, nous avons peut-être potentiellement des gens qui sont animés par ces idéologies-là. Ça peut embraser à tout moment. Donc, il faut accompagner tous ces pays-là du croissant sahélien pour venir à bout définitivement de ces ennemis, que ce soit le banditisme, la criminalité transrégionale, l'extrémisme violent, le radicalisme, etc., etc. Ce pandémonium qu'on vit dans le Sahel, il faut définitivement l'éliminer. D'accord. Il y a aussi un autre problème souligné par ce gouvernement de transition. Ils disent, ok, d'accord, on va y aller vers une élection présidentielle pour remettre le pouvoir aux civils, mais il y a une autre problématique, c'est la problématique du fichier électoral également au Mali qui pose énormément de problèmes. Que faut-il faire aujourd'hui? Parce que l'une des solutions proposées par des experts, c'est de se servir de l'ancien fichier électoral lors de la dernière présidentielle pour un petit peu faire une sorte de mise à jour pour essayer d'avancer. Mais c'est un peu risqué aujourd'hui parce qu'effectivement, si on se sert de cet ancien fichier électoral, sachant que à la même période, il y avait un problème d'insécurité, que beaucoup de Maliens ne sont pas allés malheureusement se faire enrôler, la problématique du fichier électoral aujourd'hui en Afrique, apparemment, ça pose énormément de problèmes, même pour le Mali aujourd'hui. Ça pose énormément de problèmes, surtout pour le Mali. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous parlais de l'aspect sécuritaire. Parce qu'il y a des zones où les populations ne sont pas inscrites sur les listes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au niveau de ces élections-là avec l'ancien fichier. Oui, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne du temps encore au président Goïta? En tout cas, moi, personnellement, je pense que l'aspect sécuritaire, il faut résoudre l'aspect sécuritaire. D'accord, donc on laisse du temps au président Goïta. Donc, si l'aspect sécuritaire est résolu de manière formelle, pas à 100% peut-être, mais en tout cas, si tous les Maliens peuvent aller voter, en tout cas, il faut vraiment refonder ce fichier électoral-là, permettre à ces Maliens de s'inscrire et d'aller maintenant vers ces élections libres et démocratiques et inclusives. Je pense que c'est cette orientation que Goïta a voulu prendre. Mais peut-être, il y a une certaine division au sein de la classe politique, au sein de l'opposition malienne, qui tente de semer la zizanie, parce qu'actuellement, la situation là-bas est difficile. Et cela est dû à cause de ces sanctions-là. Ces sanctions vraiment de la part de la communauté internationale qui sont en train de faire pression sur le Mali. Et on sait tous que c'est un grand pays qui a la main basse sur ces sanctions-là, qui est en train de faire pression, parce que tout simplement, ses intérêts sont menacés. Mais, comme je le dis, le monde d'aujourd'hui a changé. Le monde a changé. Il faut accepter cela. Les États-Unis même l'ont compris parce que vous avez vu la Chine est en train d'amener le pas aux Américains. Donc les Russes sont derrière, les BRICS sont en train d'être créés. Donc c'est au niveau africain aussi, c'est comme ça. Ces puissances-là qui nous ont colonisés, qui sont là jusqu'à présent et qui pensent qu'ils doivent nous maintenir sous tutelle, qui ne veulent pas qu'on essaie de s'en sortir ou qu'on puisse mettre sur pied des bases qui vont permettre à nos pays de développer, à nos jeunes vraiment d'avoir une autre méthode de pensée par rapport à la vision africaine.
Donc ces pays-là, je pense qu'ils n'ont qu'à revoir leur copie parce que cette nouvelle génération africaine, en tout cas, va vraiment faire tache d'huile par rapport à cette situation. Revoir la copie, c'est exactement ce que le Mali est en train de faire ou a déjà démarré, a déjà démarré le processus. Vous l'avez également souligné en parlant de ces nouveaux partenaires. On parle de la Russie par exemple. Quel pourrait, selon vous, mon cher Tierno, le rôle, l'implication de ces nouveaux partenaires du Mali dans le bon déroulement, évidemment, de ce processus-là? Ben écoutez, je pense que le bon déroulement du processus incombe d'abord au peuple malien. Je pense qu'il faut aussi respecter la souveraineté du Mali. Et dans ce sens, ces partenaires-là peut-être peuvent accompagner dans l'organisation ou l'expérience. Peut-être. Je pense que la décision définitive revient au peuple malien. Et Sadibou a parlé de quelque chose d'important. Et pour moi, c'est ça la contradiction principale. C'est est-ce que tous les Maliens peuvent voter? Il faut d'abord qu'on réfléchisse ça. Ouais. Parce que si jamais il y a des millions ou des milliers de Maliens qui ne peuvent pas voter... On est très loin d'une élection inclusive. Ouais. Et je pense que si le principe d'une élection, c'est le suffrage, c'est les populations, je pense que c'est à eux de déterminer ou de choisir leurs dirigeants. Donc je pense que pour moi c'est important. On ne veut pas dire aux Maliens, parce que comme je dis, ce n'est pas à nous de dire aux Maliens faites ça ou faites ça, mais on invite le peuple malien, ou en tout cas, à aller vers ces dialogues-là, à discuter, à trouver une sorte de crise définitive à cela. Et la communauté internationale, pour moi, elle peut accompagner, mais ce n'est pas à elle et comme elle l'a fait, parce que c'était ça le problème. Ouais. Il y a des États qui ont dit allez aux élections. On a vu l'ancien président ministre français Yves Drian qui a été très maladroit en parlant si vous pouvez sortir dans la rue, vous pouvez faire des élections. Je pense que... Mais ça ne te concerne pas. C'est ça. Les gens sont sortis dans la rue pour manifester leur soutien à leur gouvernement qui était en train de faire des choses pour un peu restaurer la paix dans ce pays-là. Je pense qu'il ne faut pas qu'on perde ça de vue. La sécurité préserve le développement, comme disait Cheikh Anta Diop. C'est important, c'est fondamental de faire en sorte que ces pays-là retrouvent la paix, la stabilité politique d'abord. Pour moi, c'est d'abord fondamental. Maintenant, par quel schéma on va le faire? Je pense que c'est aux Maliens de se retrouver, de se parler. Avec le dialogue national proposé. En tout cas, ce dialogue, mais que ça soit un dialogue inclusif, transparent, et que les conclusions de ce dialogue-là soient appliquées pour le bien-être du peuple malien. Ils ont soulevé aussi, en parlant de la diplomatie religieuse, parce qu'on a vu que l'imam Dicko, par exemple, avait cette capacité aussi à rassembler et à proposer des solutions en ce qui concerne évidemment la situation du Mali. Cette diplomatie religieuse, effectivement, aura un rôle très majeur à jouer. Oui, c'est ça que j'appelle même les solutions endogènes. D'ailleurs, en présence, Cherno Nia, dans son livre concernant le Sahel, a parlé de ces solutions endogènes-là. Cette diplomatie religieuse, on ne peut pas s'en passer. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, on a nos réalités. Donc, ces réalités-là, il faut les utiliser vraiment. Mais il ne faut pas aussi, des fois, semer vraiment la zizanie ou la division au sein. Parce qu'on voit que, apparemment, l'imam Dicko, peut-être les autorités maliennes, peut-être il y a quelques escarmouches, quelques problèmes qui se posent actuellement, mais vraiment, je pense qu'ils vont se retrouver tôt ou tard autour d'une table et discuter de paix et de solutions qui vont permettre au Mali de s'en sortir. Mais ces solutions endogènes-là, je pense que c'est la seule solution qui peut faire qu'en Afrique, qu'on puisse retrouver la paix dans ces genres de conflits. Imaginez-vous, ici au Sénégal, au niveau endogène, nous avons des familles religieuses, des communautés religieuses qui sont tellement fortes et puissantes que lorsqu'il y a crise, on les convoque, c'est eux qui convoquent pratiquement les acteurs et qui entament même des pourparlers officieuses, je ne dis pas officielles, mais officieuses. Parce que lors de ces crises-là qui se sont déroulées au Sénégal, ces familles-là ont mis pression, soit du côté de l'État ou soit du côté de l'opposition. Donc pour vous dire tout simplement qu'en Afrique, on a nos propres mécanismes vraiment de résolution des conflits, peut-être qui ne sont pas assez formalisés, mais au moins qui ne sont propres. Sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Et ça, c'est d'ailleurs effectif dans tous les autres États, que ce soit au Gabon, au Cameroun ou dans d'autres pays. Donc il y a je ne sais pas quel nom je dois donner ça, c'est des astuces en tout cas africaines que nous comprenons entre nous, donc qui nous permettent de nous retrouver lorsqu'il y a problème. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Effectivement. Selon les mécanismes endogènes. Donc il ne faut pas s'en défaire.
Il faut vraiment aller vers ces genres de mécanismes-là et cela va nous permettre vraiment de fumer la paix. Alors, il y a aussi un point qui a été souligné, et je pense que vous l'avez observé aussi, depuis la fin de cette transition-là, il n'y a pas eu une sortie du président de la transition Goïta. Comment interpréter ce silence du président de la transition malienne, mon cher Je pense que de manière générale, c'est pas quelqu'un qui sort beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas quelqu'un qui communique beaucoup, c'est quelqu'un qui est assez mystérieux, qui est dans son coin, etc. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais je pense qu'il doit parler. Mais il va le faire parce qu'il a appelé à un dialogue. Je pense qu'il prendra la parole parce que je pense que c'est lui qui doit diriger ce dialogue. Et quoi qu'on puisse dire, c'est lui le chef de l'État. C'est le chef de la transition. Donc il a aussi à parler à ses concitoyens, leur dire que durant le temps de la transition, voilà, j'ai fait ça et ça. Notre transition a permis de reprendre Kidal. Notre transition a permis de repousser les factions terroristes, extrémistes, etc. Faire le bilan de cette transition. Il faut un bilan. Ouais. Il faut un monitoring, une évaluation de tout ça. Est-ce que c'est ce qui manque justement au Mali en ce moment quand on voit l'opposition qui je pense qu'il faut. Parce qu'ils n'ont pas justement ce bilan-là de dire. Je pense qu'il faut. On était au pouvoir, mais on n'a pas fait que s'asseoir, on a travaillé. Je pense qu'il faut cette évaluation-là et montrer que avant qu'ils viennent, le pays était peut-être embourbé dans une crise. Sécuritaire. Aujourd'hui, le Mali est en train de sortir du tunnel. C'est ça la vérité. À côté, même les autres pays, comme il a dit, au Niger, au Burkina, l'État est en train de reprendre des territoires qui étaient amputés. Et je pense que c'est ça. C'est là que, par exemple, le dialogue, et Raymond Aron le disait, hein, c'est dans le système international, ou en tout cas dans les relations diplomatiques, il y a deux principaux acteurs. C'est le diplomate et le soldat. N'est-ce pas? On commence par la guerre, on finira par la diplomatie. Souvent, la diplomatie ne marche pas, on fait la guerre, mais on retrouve là. Donc, il faut se parler. Et il l'a dit sous la palabre, dans les mécanismes endogènes. Parce que, écoutez, les solutions ne viendront pas de l'Élysée, ou de Washington, ou du Parlement strasbourgeois, ou de la Chine, ou de la Russie, etc. Oui, savez-vous? Ce que j'aimerais ajouter par rapport à cela, comme je l'ai dit lors du début de l'émission, le Mali, vous savez, c'est la bastion historique pour moi de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est ici qu'est parti l'empire du Songhai, le Ghana, l'empire du Mali. Et c'est ici que Soundiata Keïta avait professé cette charte du Mandé, le Koukan Fouga, donc en 1236, cette charte où l'article 1 disait que toute vie est une vie. Donc regardez, vraiment, le Mali, donc c'est une grande nation, donc c'est la référence au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc il faut continuer à accompagner ce pays au lieu de prendre des décisions qui vont à l'encontre vraiment de ces États-là. C'est pourquoi j'aimerais encourager le peuple malien, allez-y. Donc la jeunesse malienne, allez-y. Donc on est derrière vous. Donc je pense que la paix et la sécurité vont revenir dans votre pays parce que là, votre paix et votre sécurité vont continuer à nous protéger, vont continuer à embellir vraiment l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, très beau message. Sabibou, lancé à l'endroit du peuple malien. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Beaucoup de choses à dire, évidemment, sur le cas du Mali. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau du débrief Monsieur Thierno Souleymane Diop-Niang. Vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir participé au débrief. Merci en face de vous, cher Sabibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Toujours un plaisir, évidemment, de vous recevoir sur le plateau du débrief. Merci. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.